Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va se retrouver pour le point lecture du mois de novembre 2023. Mais comme on est en janvier 2024 actuellement, et bien je vous souhaite une très bonne année. J'espère qu'elle sera remplie de plein de bonnes choses, que vous pourrez concrétiser plein de projets et que moi je pourrai vous proposer toujours autant de vidéos et qu'elles vous plairont. Et aujourd'hui je vous propose de découvrir 6 nouvelles lectures potentielles. Vous me suivez ? Dans un premier temps, je vais vous parler de Ces plaisirs violents de Chloé Gong. C'est le premier tome. J'avoue, j'ai craqué pour le deuxième tome parce qu'il est vraiment très chouette. Pour l'histoire, vous êtes sur une réécriture de Roméo et Juliette, mais transposée en Chine en 1920. Alors par rapport au contexte, il va avoir une certaine influence. Vous en faites pas, tout est expliqué, mais pour vous donner un peu les grandes lignes, on se trouve à Shanghai. Et l'époque fait que c'est une période un peu trouble à Shanghai à ce moment-là, parce que c'est les débuts de la mondialisation et que Shanghai étant une ville portuaire, c'est un peu un enjeu économique incontournable. Il y a de nouvelles cultures qui vont s'opposer à la culture du lieu. Voilà, plein de visiteurs, du passage, des changements à venir qui font que la période n'est pas très simple. Et au milieu de tout ça, nous on va suivre deux personnages principalement. On va suivre Juliette Kai qui est l'héritière du clan des Écarlates. C'est une jeune femme plutôt forte, plutôt têtue, plutôt intelligente également et qui a un passif un peu trouble, un peu particulier avec l'héritier du clan rival, le clan des Montagov, qui est un clan originaire de Russie. L'héritier de ce clan n'est autre que Roma. Les deux clans entretiennent vraiment une rivalité depuis plusieurs années et cette rivalité, forcément du fait de l'ouverture de la ville au reste du monde, est exacerbée pour avoir le monopole de la ville et des zones un peu stratégiques. Sauf que un monstre va faire son apparition. Alors c'est une créature qui est souvent observée à proximité des points d'eau et qui semble en fait apporter une maladie très étrange, contagieuse et mortelle. Un super combo. Ce qui fait que évidemment petit à petit, certains membres des deux clans sont contaminés et nos deux héros ne vont pas avoir d'autre choix que de mettre leur rivalité et celle du clan de côté temporairement afin de mener leur petite enquête. Alors, avant toute chose, il faut savoir que c'est un livre à ne pas mettre entre toutes les mains. La violence est plutôt explicite, donc j'aurais tendance à le recommander à partir de 15-16 ans. Pour un lecteur relativement intéressé par la fantasy et capable de lire des scènes violentes sans en être perturbé. Au niveau de l'écriture, j'ai beaucoup aimé, même si j'ai quelques petites choses à reprocher. Alors on a de très belles envolées littéraires, mais je pense qu'au niveau de la traduction, c'était peut-être un peu compliqué à retranscrire plus ou moins fidèlement, ce qui fait que certaines formulations sonnent pas très français. Enfin, c'est pas naturel en fait à lire et du coup ça perturbe un peu la lecture, sachant qu'en plus on est sur un livre qui met du temps avant de décoller. Parce qu'il faut planter le contexte, il faut planter les personnages, la rivalité des clans, etc. Donc il faut en moyenne une centaine de pages avant que l'action décolle vraiment. Mais une fois qu'elle décolle, on est vraiment à fond dedans. Mais voilà, il y a ce début qui est un peu long, qui est pas tout le temps facilité par une traduction et par des envolées littéraires qui sont de toute façon pas toujours nécessaire, je trouve. Et du coup ça rompt le côté immersif d'entrée de jeu. Bon, vous l'aurez compris, du coup on est sur une réécriture de Roméo et Juliette, mais avec un aspect fantastique, avec la Chine également au niveau de Shanghai. Et j'ai trouvé ça vachement sympa. J'avais un peu peur, j'avoue, au début de lire quelque chose où l'autrice aurait pas mis sa patte, où ça aurait été ni plus ni moins qu'une bête réécriture dans un autre contexte de l'histoire de Roméo et Juliette. Et en fait pas du tout. Que vous soyez fan ou pas, ça passe tout seul parce que c'est des petits rappels vraiment très ponctuels, rapides et tout. Donc quand on connaît, quand on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, mais ça nous fait un petit peu sourire ou en tout cas voilà, on le voit mais c'est pas quelque chose qui va perturber la lecture. Et on sent d'ailleurs que l'autrice a vraiment réfléchi en fait à l'histoire, que c'est plus une forme d'hommage rendu à Shakespeare qu'une référence visant à appuyer la validité de son texte, par exemple. Comme je le disais, du coup, c'est que le début est un peu long à arriver, mais ne vous en faites pas. Au bout d'une centaine de pages, voire un peu moins, on est vraiment lancé dans l'enquête, dans les nombreux rebondissements qu'on va avoir. Et en fait, de fil en aiguille, au final, on dévore le livre sans trop s'en rendre compte. Donc c'est vraiment très chouette. Il n'y a plus de lumière. Il fait vraiment très moche actuellement, je crois qu'il y a un gros nuage. Est-ce que ça change quelque chose? Pas trop. Bon, et on va continuer comme ça au moins pour celui-là, je suis désolée. Je disais quoi du coup? Ce qui est marrant, c'est qu'on a un peu ce sentiment que après 100 pages, on est lancé d'un coup un peu comme un lance-pierre.
et qu'on enchaîne, voilà, on enchaîne les péripéties, les chapitres ils s'enchaînent rapidement également, les rebondissements ils sont présents, on a un final également qui est très très chouette, parce que c'est vrai que parfois certains romans ont tendance à se poser un peu vers le final. Là on sent qu'on nous prépare le terrain pour le tome 2 qui, je pense, entrera plus vite dans le vif du, enfin, dans le cœur du sujet. Après, c'est aussi une fin qui a l'avantage de... si vous n'avez pas envie de poursuivre, vous pouvez vous arrêter là, en fait. C'est très très chouette aussi. C'est que ça prépare et en même temps, ça ne vous oblige pas à poursuivre. Vous avez toutes les réponses, en fait, qui sont données dans ce tome 1 par rapport à l'enquête. Donc en vrai, vous pouvez tout à fait arrêter si l'histoire ne vous convient pas ou si vous n'avez pas de curiosité pour la suite. Les deux choix sont possibles. Pour ce qui est des personnages, c'est aussi un peu là que ça pêche, entre guillemets, comme pour le rythme de l'intrigue qui est un peu... inégal, c'est que on n'est pas sur des personnages que je trouve hyper attachants. En fait, j'ai parfois l'impression que l'univers était beaucoup plus décrit, beaucoup plus réfléchi et abouti que les personnages. On est vraiment sur des personnages qui sont très archétypaux. On a une jeune femme qui est hyper têtue, bagarreuse, enfin un peu le cliché de la femme badass. J'aurais pas été contre un peu plus de relief, on va dire. Et de l'autre côté, on a Roma qui est d'un vide, je trouve. En fait, il est intelligent, il est un peu plus tempéré que Juliette, mais il est trop, pour le coup, très sentimental et en fait il est presque défini que par ça, par son amour qu'il a toujours pour Juliette, qu'il est obligé un peu de cacher parce que Juliette ne veut pas en entendre parler. Voilà, donc en fait on a un peu ces deux extrémités là et... il n'y a pas tellement de surprises en fait quand on découvre le personnage. J'ai vraiment plus été surpris par l'enquête, par les rebondissements proposés, mais au niveau des personnages, pas vraiment. Au niveau des thématiques abordées par contre, on est vraiment sur quelque chose de très varié et de très sympa. Alors on a grosse surprise, on a une thématique, un axe sur la colonisation, je trouvais ça hyper pertinent, abordé de façon très intelligente également. On a aussi toute la partie histoire forcément, du fait du contexte historique dans lequel les personnages vont évoluer, même s'il y a une part de fantastique avec le monstre. D'ailleurs, à la toute fin du livre, l'autrice prend le temps d'expliquer un peu quelles sont les libertés qu'elle a prises par rapport à la véracité des faits de l'époque. On a forcément la romance, on a l'aspect enquête, on a le fantastique surnaturel. On a également, alors ça c'était intéressant, c'est la place de la femme, donc à Shanghai à l'époque du roman, mais aussi plus largement, plus une réflexion sur ce qu'on attend des femmes. À nouveau, c'est toujours des thématiques qui sont traitées, je trouve, avec beaucoup d'intelligence. On n'est pas sur un livre qui est foncièrement politique. On n'est pas sur un pamphlet, en fait. C'est vraiment abordé de façon naturelle, en fait. Comme pour Shakespeare, comme pour les références à Shakespeare. C'est passer le message, l'air de rien. T'as envie de prendre le message, t'as envie de le décortiquer ou d'y réfléchir, tu es libre de le faire. Sinon, tu peux passer ton chemin et profiter pleinement de l'aventure qui est proposée. Donc, dans l'ensemble, je ne peux que vous recommander la lecture de... je l'ai mis où le livre? Donc dans l'ensemble, je ne peux que vous recommander la lecture de ce premier tome, donc Ces plaisirs violents de Chloé Gong aux éditions de Saxius. Le prochain livre dont je vais vous parler, toujours dans la même maison d'édition, il s'agit de Ariane de Jennifer Saint, donc aux éditions de Saxius, qui a été pour moi une très très bonne lecture, je dirais peut-être plus que la lecture précédente. Pour le coup, pas trop de surprise, on va suivre l'histoire d'Ariane, donc Ariane qui est une figure de la mythologie grecque. Pas de panique, si vous ne connaissez rien en mythologie, tout est expliqué de façon très progressive. Mais pour recontextualiser un petit peu, on va suivre du coup Ariane, qui est donc une princesse de Crète, et qui est la fille du roi Minos. Le roi Minos étant un roi plutôt cruel, plutôt sombre, qui a vaincu Athènes. Et en châtiment en fait de cette guerre qu'il a gagnée, il a imposé à ce que Athènes envoie chaque année un certain nombre de jeunes Athéniens et jeunes Athéniennes pour qu'ils soient envoyés dans le labyrinthe qui se trouve sous le palais de Minos afin d'être dévorés par le Minotaure qui sommeille. Très très chouette donc, sachant que le Minotaure n'est autre que le frère bestial de Ariane. Sauf qu'une année, Thésée va arriver. Thésée, c'est le prince d'Athènes. Et en fait, il se porte volontaire pour être envoyé donc dans ce labyrinthe, dans le but de détruire la bête, même s'il ne le dit pas clairement, mais c'est dans ce but-là. Il en ressort et le roman propose de nous expliquer ce qui se passe après. Mais surtout
pour Ariane. Parce qu'en réalité, Thésée a bénéficié de l'aide d'Ariane pour parvenir à ses fins, mais celui-ci a eu une conduite déplorable avec la jeune femme, c'est le moins qu'on puisse dire, avec la jeune femme une fois que son destin a été achevé. J'avoue que ce livre, ça a été une surprise plutôt agréable parce que je m'attendais vraiment à ce que l'histoire au sein du labyrinthe soit davantage décrite. Parce que c'est vrai que Ariane a eu un rôle majeur dans la libération de Thésée et des otages qui étaient envoyés cette année-là. Et en fait, étonnamment, c'est un épisode qui est carrément passé sous silence. En fait, on voit le groupe entrer dans le labyrinthe et je crois le chapitre d'après il en ressort. On sait pas du tout ce qui s'est passé parce que au bout du compte c'est pas l'histoire de Thésée et de ses otages qui nous intéresse, c'est celle d'Ariane. Et j'ai trouvé ça tellement pertinent après coup évidemment d'avoir choisi de taire l'épisode le plus connu de l'histoire d'Ariane pour juste se concentrer sur ce qu'il est advenu de la jeune femme. La jeune femme et sa sœur parce que Ariane a une sœur. De mémoire, dans le mythe originel, on n'en parle pas énormément et là, elle a vraiment une place hyper importante, tout comme Ariane, puisque toutes les deux sont un peu le cœur du livre. Mais malheureusement, on se retrouve sur les mêmes défauts que pour le livre précédent, c'est-à-dire que l'histoire met pas mal de temps avant de démarrer. On a toute cette partie où Ariane va nous parler de son enfance, où on va voir les otages arriver, où on va nous expliquer le fonctionnement du labyrinthe et j'en passe. Et c'est vrai que c'est un peu long quand même à démarrer, ça met du temps et il faut s'accrocher un petit peu, mais pareil que l'autre. Et une fois qu'on est vraiment dedans, une fois que l'action démarre, que Ariane se retrouve toute seule et un peu livrée, un peu beaucoup livrée à elle-même, et c'est très addictif. Enfin, on a envie d'en savoir plus, on a envie de savoir comment elle va se débrouiller parce que c'est plutôt mal barré au début. Et la voir évoluer, la voir grandir sous nos yeux, ça a quelque chose d'hyper plaisant parce que par la force des choses, elle n'a pas d'autre choix que de grandir, de réfléchir par elle-même et d'avoir un regard peut-être plus critique sur ce qu'elle était auparavant. Le gros point fort de ce roman, c'est déjà la faculté qu'il a de mélanger plein de mythes entre eux. On va nous parler de Dédale, on va nous parler d'Icare, on va nous parler de plein d'autres personnages qui ont comme ça leur propre histoire dans la mythologie grecque. Et en fait, en les réunissant, je trouve que c'est beaucoup plus simple de cerner la chronologie, comment les éléments se sont emboîtés les uns dans les autres pour aboutir à la finalité qu'on connaît dans les mythes. Donc c'était super intéressant et en plus de ça, on a une vision beaucoup plus moderne des histoires qui nous ont été amenées du passé. Parce que forcément, comme on suit Ariane et comme on suit sa sœur, on va avoir un regard beaucoup plus critique sur la place des femmes. On va par exemple nous dire que les dieux se gênent jamais trop pour s'en prendre aux femmes. Notamment là je pense à... je sais plus quel dieu, je vous avoue j'ai carrément oublié. Non, si c'est pas Poséidon. Bref, un dieu que le roi Minos a fâché et qui, pour se venger, décide d'envoyer un taureau qui va séduire la femme de Minos, alors que concrètement, la femme de Minos n'y est pour rien. Et c'est elle qui va porter la honte, qui va jeter la honte sur la famille, qui va pousser tout le monde un peu dans le drame qu'on connaît. Donc, c'est pas terrible et en plus de ça, même une fois que la malédiction du taureau est passée, forcément ça laisse des traces psychologiques et la mère d'Ariane n'est pas du tout là présente pour ses filles. Donc cette violence-là qui est souvent tue dans les récits qui nous sont parvenus, ici dans ce livre on va plus les révéler, sans pour autant qu'on verse dans quelque chose de... Comme pour le livre précédent, on n'est pas sur un pamphlet, on n'est pas sur de la politique. Vous prenez les réflexions, vous prenez les engagements si vous le souhaitez, et sinon vous pouvez passer outre. Ça va pas du tout déranger votre lecture parce que ça casse pas le rythme en fait. Et toujours dans cette volonté de montrer peut-être plus une modernité dans le récit, c'est que Thésée, qui est souvent dépeint comme un héros, va être ici beaucoup plus mitigé en termes de vision qu'on nous offre de lui. Il est beaucoup plus sombre, il a aucun respect pour Ariane et pour les femmes de manière générale. Lui, tout ce qu'il veut, c'est être le héros, avoir la destinée qu'on lui a promise. Et contrairement au livre précédent, cette fois-ci, c'est que le personnage principal féminin, donc Ariane, je trouve, n'est pas du tout une caricature de la femme forte. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus nuancée et c'est ce que j'aurais aimé lire dans le livre précédent. C'est que Ariane, par la force des choses, elle est obligée de se débrouiller par elle-même sur l'île sur laquelle elle est abandonnée. Elle devient débrouillarde, elle devient autonome, même si elle a un peu d'aide. Mais dans les faits, en fait, elle est obligée de se remuer un peu le cul pour parvenir à ses fins. Et en même temps, ce qui dénote un peu avec le côté femme forte, c'est qu'elle parvient à avoir une famille et en fait ce rôle de mère lui plaît totalement et c'est vrai que c'est pas souvent une vision qu'on nous offre, c'est pas la vision d'une femme
forte entre guillemets, dans le sens femme qui va se battre, etc. hein, j'entends. Du coup c'est une autre force qui est mise en avant sous les yeux des lecteurs, c'est plus une force psychologique, mentale, qui est plus aboutie, plus réfléchie, qui fait que Ariane est en fait beaucoup plus attachante. Surtout que comme je l'ai dit, c'est un personnage qu'on voit évoluer, on la voit grandir par la force des choses, on la voit faire certains choix. Et c'est pareil pour sa sœur qui est beaucoup plus petite au tout début du roman et qu'en fait on voit jusqu'à l'âge adulte. Elles ont toutes les deux des trajectoires de vie qui sont plutôt différentes et en même temps, il y a ce lien toujours entre elles et j'ai trouvé ça super beau de montrer cette relation frère-sœur, sœur-sœur. Même si bon pour Minotaur c'est beaucoup plus complexe que ça, mais on parle de ces liens familiaux, on parle voilà, de ce qui fait une famille. Et j'ai beaucoup aimé ce point-là. Par conséquent, moi je ne peux que vous inviter à lire ce livre. Que vous soyez fan de mythologie ou pas, alors c'est vrai que c'est mieux si vous aimez la mythologie grecque, parce qu'on va vous en parler quand même pas mal. Mais si vous voulez plus voir un personnage féminin vraiment réfléchi avec une trajectoire de vie intéressante, je ne peux que vous recommander ce livre. Alors cette fois-ci, on va partir sur un registre totalement différent. Pas du tout de la fantasy, mais plus un roman un peu horreur, qui n'est pas vraiment en fait. Plus horreur, thriller, fantastique, un peu chelou. Celui-là. Blackwater, le tome 1, donc La Crue de Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture. Une pure pépite, vraiment, je l'ai dévoré en une journée. Il est absolument incroyable et j'ai tellement hâte de vous le présenter. Franchement, si je fais le point lecture aujourd'hui, c'est surtout pour lui. Pour ce qui est de l'histoire, imaginez une petite ville rurale au début du XXe siècle en Amérique, qui s'appelle Perdido, où une crue va survenir, qui va faire monter les eaux, le niveau de l'eau, et va anéantir tout le village, sauf la dernière chambre d'un hôtel plutôt élevé, où on va retrouver bizarrement une jeune femme qui s'appelle Elinor. Cette jeune femme, elle est miraculeusement indemne, et en même temps, elle est déjà d'emblée très mystérieuse. On ne sait pas grand chose d'elle, on ne sait pas comment elle a tenu ces plusieurs jours parce qu'elle n'avait visiblement pas de vivre, on ne sait rien du tout d'elle. Elle va intégrer la communauté de Perdido, et petit à petit, les bizarreries vont commencer à survenir. Nous, en tant que lecteurs, on a accès à certaines informations qui nous la rendent encore plus étrange, mais les autres personnages n'en savent rien. C'est toute la force du roman, c'est que nous, on a des détails en plus, on est capable de se dire oula, ça sent très mauvais pour ce personnage, et ce personnage n'en sait rien, et c'est vraiment très chouette. On va avoir une espèce de rivalité puisque une femme, Mary Love, qui est issue d'une famille plutôt riche, va voir d'un très mauvais œil l'arrivée de cette Elinor mystérieuse qui a perdu tous ses papiers. Surtout que petit à petit, Elinor semble vouloir se rapprocher du fils de Mary Love, puisqu'elle voit d'un très mauvais œil encore plus. Et il va y avoir cette espèce de rivalité qui se met en scène pendant tout le tome 1, où on se demande qu'est-ce que fait Elinor, qu'est-ce qu'elle veut, comment elle va approcher Mary Love, comment elle va séduire le fils de Mary Love. Et c'est absolument génial, vraiment, je ne peux que vous recommander. Mon résumé est volontairement un peu flou, un peu brouillon, parce que déjà je l'ai beaucoup aimé, du coup, quand j'aime beaucoup un livre, j'ai un peu de mal à en parler, en tout cas de façon structurée. Et puis non, vraiment, il est génial, et limite, si je vous invite presque à ne pas avoir écouté tout ce que j'ai dit précédemment, parce que c'est le genre de livre où il est super intéressant de se plonger, sans trop en savoir. Et il fait super sombre. Je sais pas si ça a changé trop grand chose. Bref, on va dire que c'est un petit peu mieux déjà, hein, mais c'est toujours pas terrible quand même. Hein. Vous l'aurez certainement compris, du coup on est sur un roman un peu ovni. Un peu le genre de lecture que vous ne trouverez pas 15 000 fois dans la littérature, et en même temps qui est une véritable bouffée d'air frais. On est sur une ambiance voilà, très addictive, on a plein de mystères, on a du rebondissement, du rythme à chaque chapitre, il y a toujours quelque chose qui se passe et on ne sait jamais trop à qui on peut se fier, comment la situation peut se débloquer, voire s'enliser totalement. C'est vraiment super chouette, si vous voulez un truc un peu imprévisible de bout en bout. L'avantage c'est que c'est un roman horreur qui n'en est pas vraiment un. Vous êtes plus sur un roman, j'aurais plus tendance à le classer en thriller un peu particulier, avec ce côté fantastique également. Ouais, on est plus thriller fantastique, ouais, c'est un peu entre les deux. Mais on alterne entre réalité et fantastique, entre normalité, le quotidien des villageois qui reprend après la crue, et en même temps les bizarreries d'Elinor, qui sont parfois remarquées par certains villageois, voire pas du tout. Mais en tout cas que nous, on remarque. Surtout que ce qui est bien pensé, c'est que au final on sait jamais trop quand va se produire l'étrangeté. On va parfois avoir plusieurs chapitres de suite qui vont avoir un cours plutôt classique, on va dire, et puis d'un coup on ne comprend pas pourquoi, il va y avoir un enchaînement d'actions ou une seule action qui vont nous rappeler
vers quoi on s'est aventuré en fait. Les personnages aussi, ils sont beaucoup plus intéressants que dans le premier livre que je vous ai présenté parce que à nouveau, on sent qu'ils sont beaucoup plus réfléchis, ils sont pensés pour être un peu difficiles à cerner. Ils ont tous leur petit truc qui fait que, en tant que lecteur, t'es un peu suspicieux, c'est vraiment génial, franchement. Et en plus de ça, on a vraiment, au niveau des caractères, vraiment des personnages ultra différents. On va avoir des personnages qui sont plus passifs que d'autres, enfin, des extrêmes de l'un à l'autre, et c'est une palette hyper riche qu'on prend plaisir, en fait, à découvrir progressivement pour, au bout du compte, avoir un final absolument waouh. J'ai rien vu venir. J'ai été scotchée, j'étais là en mode ok, il me faut le tome 2. J'ai tout acheté parce qu'il me fallait vraiment la suite et que je sens qu'au niveau de l'écriture, au niveau de l'ambiance, des personnages et tout, ça le fait direct. Et je comprends pourquoi il a eu énormément de succès. Vraiment, si vous cherchez voilà, une lecture qui change un petit peu, avec une ambiance particulière, des mystères, dans un cadre un peu bucolique, en Amérique, dans une petite ville perdue, franchement foncez. Il est absolument génial. Donc si vous avez l'opportunité, n'hésitez pas à le lire. Le prochain livre dont je vais vous parler, ça a été un très gros coup de cœur. Alors après Blackwater, j'avais un peu peur, mais au final j'ai trouvé chaussures et lecture à mon pied. Il s'agit de Le portrait de mariage de Maggie O'Farrell aux éditions Belfond. J'avoue que c'est une autrice que j'ai beaucoup vu passer en librairie, surtout je crois que c'était Amnet, un truc comme ça. Bref. J'ai cru comprendre qu'elle écrivait très bien, mais j'avais jamais franchi le pas. J'ai tenté avec celui-ci parce qu'il y avait le contexte un peu historique qui me tentait bien. Et j'ai été, plus que séduite. Vraiment, c'est un très gros coup de cœur. Pour ce qui est de l'histoire, on va suivre Lucrèce de Médicis, donc en pleine période de Renaissance italienne. Je vous évite la plupart des détails historiques. De toute façon, tout est indiqué progressivement dans le livre, sans que vous soyez noyés. Mais dans les grandes lignes, ce qu'il faut savoir, c'est que Lucrèce est une jeune fille, qui est extrêmement touchante. Enfin, qui était un peu, le vilain petit canard de sa famille, un peu intenable, un peu têtu, etc. Et qui, à 15 ans, par la force des choses, sans qu'elle comprenne trop pourquoi, elle va se retrouver mariée à Alfonso et qui en fait va se retrouver précipitée dans une spirale infernale. Et dans ce livre, en fait, on va alterner entre passé et présent. On va voir les phases de passé où on retrace tout son parcours et les phases de présent qui sont tellement plaisantes à lire aussi, dans un autre genre, puisque en fait, on suit Lucrèce qui arrive dans une maison de campagne avec son époux Alfonso. On sent qu'elle est pas très bien, physiquement, mentalement, il s'est passé pas mal de choses qu'on découvre dans le passé. Mais il s'est passé pas mal de choses qui l'ont affectée profondément et en même temps, on sent qu'elle se méfie énormément d'Alfonso et qu'elle le soupçonne de vouloir la tuer. Et qu'il y a toute cette espèce de mystère, de tension qui vole. On sait pas en fait si réellement Alfonso souhaite la tuer ou si c'est juste Lucrèce qui au bout du compte s'est un peu monté la tête pour rien. Et c'est génial parce que tout le long du roman, l'autrice elle arrive à nous balloter d'un avis à un autre. On sait jamais trop à quoi se tenir en fait, on se méfie un peu de tous les personnages au final, même Lucrèce on finit par s'en méfier alors qu'on a ses points de vue dans le passé qui nous la rendent hyper attachante. Mais on se dit qu'entre la Lucrèce du passé et celle du présent, il y a tout un monde. C'est vraiment très chouette. C'est très librement inspiré de faits réels. Il y a une note, je crois, en fin de livre qui explique les libertés prises par rapport à l'histoire. Mais j'ai beaucoup aimé cet aspect-là où t'as la fiction, l'histoire qui se mêle avec cette tension, ces mystères-là. Alors malheureusement, s'il y a un petit bémol quand même à dire, c'est que le début est un peu long à démarrer, à se lancer parce que forcément, faut planter la généalogie de Lucrèce, il faut planter le contexte politique, historique, il faut planter le personnage, son caractère, ses aspirations et sa position en fait au sein de la famille qui est un peu particulière aussi. Mais franchement, comparé je pense au premier livre que je vous ai présenté, celui-là ça se fait de façon beaucoup plus fluide. On n'a pas l'impression de recevoir une tonne d'informations et de devoir tout digérer d'un coup. C'est un peu donné au compte-gouttes et puis ça dérange pas plus que ça, au final on s'y fait plutôt rapidement. Et une fois qu'on a cette ambiance de suspicion qui se met en place, c'est bon, on est embarqué quoi. Et du coup forcément, les dernières pages, elles sont juste absolument incroyables. On a enfin tous les éléments qui s'emboîtent et ça a quelque chose d'hyper plaisant, qui fait du bien en fait au moral, de voir tous les éléments qui s'emboîtent pour enfin avoir la vérité sur ce qui s'est passé. Et c'est vraiment très chouette. Au niveau des personnages, on est sur quelque chose de très réussi. On a un Alfonso on prend plaisir à le détester, cet Alfonso, parce que mine de rien on est quand même à travers le regard de Lucrèce, donc ça aide en partie à ne pas trop l'aimer, mais il est tellement particulier.
J'ai eu tellement de mal à me dire, est-ce que c'est bon pour lui? Est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il est méchant? Est-ce qu'il est maladroit? C'est tellement complexe à cerner tous ces personnages. Et t'as Alfonso qui est facile à détester. Et t'as Lucrèce en même temps qui est absolument touchante, comme je l'ai dit. Parce qu'au final, il y avait pas de grand destin qui lui était proposé. Enfin, on n'attendait pas grand-chose d'elle. Elle était limite, comme je l'ai dit, le vilain petit canard parce que jamais trop aimée de la part de ses parents. Parce que ses frères et sœurs étaient un peu l'incarnation de la perfection d'une certaine façon. Et elle un peu un brouillon, une petite boule d'émotion qui a du mal à se contenir, qui a du mal à garder sa langue. Donc forcément, ça provoque des situations un peu particulières qui la marginalisent d'autant plus. Et on est d'autant plus touché quand on voit que si elle est promise à Alfonso et jetée dans les bras comme ça d'un homme dont on se soucie pas si elle est heureuse d'être avec ou pas, c'est pour les conventions sociales, pour l'honneur de sa famille, mais c'est une famille qui au final, je s'est jamais trop occupée d'elle. Je pense que de toute façon, on est touché par son histoire et en même temps, dans les phases du présent, on sait pas. On n'arrive pas à la cerner, elle est beaucoup moins facile à comprendre que dans le passé parce que le temps a passé, elle a côtoyé Alfonso, elle a découvert les désillusions du mariage et j'en passe. Donc le mystère, il est entier. On peut pas se fixer pleinement sur qui a fait quoi, qui est qui. Et c'est vraiment toute la force du roman, c'est de nous rendre un personnage attachant et en même temps de nous faire douter de lui. Évidemment, parmi les thématiques abordées, on va nous parler notamment de la place de la femme. Là, en l'occurrence, tout ce qui est convention, tout ce qui est attendu de la part d'une femme, parce que on voit bien que Lucrèce est marginalisée parce que elle sort trop du lot, elle est trop perturbée, elle est trop dans tous les sens, j'ai envie de dire, c'est une boule d'émotions, ce qui fait qu'elle sort considérablement du lot, qu'elle se démarque et que c'est pas ce qu'on attend d'une femme et que ça va précipiter un peu son histoire. Dans cet aspect un peu place de la femme, on va nous parler aussi des inégalités d'éducation entre hommes et femmes, puisqu'on voit bien que les frères de Lucrèce vont avoir une meilleure éducation, vont être invités à prendre l'indépendance, l'autonomie, et Lucrèce pas du tout. On va nous parler du poids des traditions, le devoir conjugal, etc. Vraiment plein de thématiques comme ça qui sont hyper importantes, qui sont traitées vraiment avec beaucoup de finesse, je trouve, à travers le cas de Lucrèce. Donc vraiment, je ne peux que vous le recommander. C'est une lecture qui marque, qui propose une ambiance très sympathique, qui met une tension autour de ces personnages, et c'est vraiment très 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 bien joué. Enfin, on s'en rend pas forcément compte, mais on nous oriente d'un avis à l'autre, on se joue de nous. C'est super intéressant à lire et à vivre comme expérience. Et pour celles et ceux qui ont un peu peur du fond historique, honnêtement, tous les éléments historiques sont plutôt donnés au début du roman, comme je l'ai dit, pour contextualiser la chose. Mais progressivement, on se détache un peu de ça. On a des rappels, forcément, parce que le contexte historique va influer sur certains sur certains événements. Mais en soi, progressivement, on a plus l'impression de lire un thriller domestique avec de la tension et des mystères qu'autre chose. Donc, pas d'excuses. Non, faut vraiment foncer, c'est une petite pépite du mois de novembre. Le prochain livre, je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai lu en numérique et il s'agit de L'effet boule de neige de Clara Hérault. Vous êtes sur un registre totalement différent, quelque chose de beaucoup plus feel good, léger, et en même temps réfléchi et abouti. On va suivre le personnage d'Iris. Iris, c'est une jeune femme qui a 19 ans et qui, chaque année, passe ses vacances de Noël en compagnie de sa famille, dans une espèce de chalet, avec sa famille et des amis de sa famille, qui sont composés donc de 2 parents et également de 2 frères. Et donc chaque année, ils se retrouvent et forcément ça crée des liens. Et Iris notamment a créé un lien très particulier avec un certain Charles, donc l'un des deux fils de l'autre famille. Et c'est une amitié amourette, entre guillemets, qui s'est construite sur plusieurs années, jusqu'à un moment où Charles doit partir aux États-Unis pour réaliser ses études, et juste avant le départ, la veille du départ, ils s'embrassent. Donc Iris, forcément, ça la travaille énormément, elle attend désespérément ses vacances pour pouvoir retrouver Charles qui du coup n'est pas revenu entre temps, sauf que au moment d'aller le chercher à l'aéroport, il ne descend pas tout seul. Donc du coup c'est un peu la désillusion pour notre jeune héroïne qui se met un peu en tête de rendre jaloux Charles dans l'espoir qu'il comprenne que c'est elle l'unique amour de sa vie. Et pour ce faire, elle va s'allier à l'autre frère, donc Alex, en lui proposant tout simplement de faire semblant d'être un couple. Ce qui promet des vacances pas mal mouvementées. Concernant l'autrice, j'avais lu son précédent livre, je ne sais plus le nom. J'ai eu un énorme coup de cœur. Et c'est vrai que celui-ci, c'est un peu moins le cas. Alors j'ai beaucoup aimé le côté douillet, entre guillemets, le côté cosy qui en ressortait. Mais
Je pense que c'est la surprise d'avoir des thématiques aussi fortes abordées dans un premier roman à destination d'un public jeunesse, jeune adulte, qui m'avait beaucoup plu. Et là, c'est vrai que c'est pas du tout le cas. Ou en tout cas, c'est pas tant le cas. Donc, ça a peut-être un peu joué par rapport à l'impression que j'en avais. J'avoue que dans les romances, j'aime énormément lire les dialogues parce que je trouve que c'est un peu le point le plus important parce qu'on va te parler des émotions. Ça va être le moment où chacun va essayer de faire le premier pas vers l'autre, etc. Et également, il va y avoir pas mal de joutes verbales. Et là, ici, il y a toutes les cases qui sont cochées. Les joutes verbales m'ont fait vraiment sourire ou voire rire carrément. J'ai vraiment apprécié les échanges qu'ils avaient. Alors surtout les échanges entre Alex et Iris, forcément, qui se cherchent, qui se lancent des petits pics à gauche à droite. Mais c'est plutôt plaisant et ça dynamise considérablement la lecture. Ce que j'aime bien aussi avec les romans, c'est quand ça prend le temps de planter les sentiments. Alors, c'est pas que je crois pas au coup de foudre, hein, mais quand tu le lis, c'est quand même plus plaisant et plus crédible de faire en sorte que ça se passe petit à petit. Et là, c'est le cas à nouveau, donc j'ai été totalement conquise à ce niveau-là. Parce qu'on prend le temps en fait de développer la complicité entre Alex et Iris, parce qu'à nouveau, Alex c'est un peu le vilain petit canard de la famille. Charles, c'est le fils parfait, prodige, etc. Lui, il est un peu plus dans son coin. On comprend pourquoi progressivement, mais voilà, il est plus renfermé, il parle pas trop de ses projets, il parle pas trop de sa vie privée non plus, et même auprès d'Iris, alors que pourtant, Iris, elle a passé de nombreuses années en compagnie de Charles et de lui, même si c'était plus Charles, mais elle a quand même passé du temps avec, et elle se rend compte progressivement qu'elle connaît pas grand chose d'Alex. Et puis j'avoue qu'Iris, c'est plaisant de la voir se tourner vers d'autres perspectives que Charles, parce qu'au début du roman, c'est pas que c'est chiant de l'entendre parler H24 de Charles, mais c'est vrai que tu sens qu'elle a fait un peu une fixation dessus, qu'elle a idéalisé la chose, alors que Charles, c'était un peu plus compliqué par rapport à Iris qui ressentait pour elle au final. Donc, la voir se détourner progressivement de Charles, c'était très très plaisant. Au niveau de l'ambiance, comme je l'ai déjà dit, on est sur quelque chose de très cosy, j'ai l'impression. Enfin, moi je l'ai ressenti comme ça, un truc un peu cosy avec ce chalet, avec ces pistes de ski, enfin ce côté vacances, un peu cocooning, en famille et tout. Genre, je trouvais que c'était vraiment le genre de lecture propice pour l'hiver, pour les fêtes de Noël. Le genre de petite lecture un peu confort qui permet de passer un bon moment et qui en même temps est plutôt intelligent au niveau de la construction. Parce que l'air de rien, même si on est sur une romance, on a des thématiques qui sont pas faciles, qui sont abordées. Et c'est là que je retrouve un peu les aspects du premier roman que l'autrice avait publié. On va nous parler beaucoup de la relation enfant-parent et de la difficulté parfois à répondre aux attentes des parents. C'est pas quelque chose qu'on retrouve souvent, hein, mais c'est vrai que là on le ressent beaucoup parce que comme je l'ai dit, Charles il est un peu l'enfant parfait qui réussit ses études et tout, et